Donc bonsoir. Donc on continue cette grande journée moustique par une conférence qui nous est proposée par Wikimedia France. Et donc je vais commencer par les informations pratiques. Donc je vous rappelle que cette conférence est filmée en direct. Donc si vous ne voulez pas être filmé, il faut vous cacher parce qu'il n'y a pas un endroit où la caméra ne passe pas en fait. Sinon, je vous rappelle qu'on aimerait bien, en fait, au fur et à mesure de Moustique, que vous nous disiez ce que vous en pensez. Vous avez dû voir que cette année, on a vraiment, c'est une de nos obsessions, l'évaluation. Il y a des petites cartes postales dans vos pochettes et également tout le long de Moustique. Et à l'entrée de Moustique, il y a une table, c'est marqué évaluation à chaud, il y a des stylos. Donc au fur et à mesure, quand vous sortez d'ici, si vous pouvez aller mettre ce que vous avez pensé de cette journée, de cet après-midi. Ça nous aidera beaucoup pour les suivantes. Vous avez pu remarquer aussi qu'il y avait des billes qui étaient sur le guichet de l'accueil. Donc ça, il s'agit, alors je vous conseille d'aller lire, mais il s'agit en fait de la donnée, c'est-à-dire c'est la monnaie du don. Je vais dire ça très très mal, hein, et donc l'idée c'est que chaque fois que durant ces rencontres, on vous a fait un don, que ce soit une chose, que ce soit un savoir, un coup de main, etc., on va le comptabiliser en prenant une petite bille, en le rajoutant dans le saladier. Et sinon, donc, c'est un événement collaboratif avec une prise de notes collaborative. Donc, je vous rappelle que nous avons mis en place des espaces partagés de prise de notes. Donc, ça, c'est celle pour cette conférence. Il suffit de vous rendre sur la page déroulée de notre wiki, donc moustique.info, puis de cliquer sur le nom de la conférence. Voilà, donc pour l'instant, je vois qu'il y a 8 personnes dessus. Et que quelqu'un a déjà corrigé une faute d'orthographe sur vos questions. Merci à la personne Violette d'avoir corrigé. Donc le débat sera suivi d'une séance de questions. Le débat, la conférence sera suivi d'une séance de questions. Donc vous pourrez poser, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on synthétise toutes les questions qui viennent soit des gens qui sont à l'extérieur, soit des gens qui sont ici. Et c'est Marc et Laurence qui sont là, qui les synthétisent et qui les posent. Donc pour poser vos questions, si vous avez votre ordinateur et que vous avez le pad d'ouvert, vous pouvez directement les écrire dedans. Vous pouvez également les tweeter. Vous pouvez également, si vous n'avez pas d'ordinateur, demander, donc il y a Nathalie qui va courir dans les travées, voilà, qui est là, avec des petits morceaux de papier, en papier, et un stylo en stylo. Et donc, vous lui demanderez, et hop, elle ira les porter à Laurence et à Marc, qui les synthétiseront également. Voilà. Sinon, donc, après cette conférence, aura lieu un buffet qui aura lieu à 20h, et ensuite suivi d'une soirée festive, où on va danser, on va mixer des petits bouts de Moustique. Vous avez pu entendre que les musiciens de l'Odomaton, on nous enregistre tout le temps, remixe tout ce qu'on dit, donc, et on va danser là-dessus. Donc on va danser sur YesWiki ce soir. Et pour ceux qui ne sont pas motorisés, qui voudraient rentrer après le dernier bus, on a mis en place une fiche de covoiturage. Donc les gens qui ont une voiture et qui n'ont pas bu pourront ramener à la maison ceux qui auront bu complètement, mais qui n'ont pas de voiture. Voilà, donc c'est à l'entrée, à côté du vigile. Voilà, donc ça, c'était toutes les petites informations pratiques. Donc, nous accueillons avec joie Émeric Valespi, qui est le président de l'association Wikimedia France, et Monsieur Larsen également, et Nathalie Martin, qui est la directrice, elle, de Wikimedia. Donc, Wikimedia France, en fait, c'est une association, et c'est l'association des contributeurs à tous les projets Wikimedia. Donc, dans tous les projets, je ne vais pas tous les dire parce qu'on n'a pas la nuit, mais il y a Wikipédia, que évidemment tout le monde connaît. Il y a les Commons, avec les photos, etc., tous les contenus multimédia. Il y a les Wikicode, les Wikibooks, etc. Donc, cette association-là sert à aider l'émergence de ces projets-là. Donc, ils font aussi plein de choses. Je ne vais pas tout dire, mais ils font des édits. Je vais pas réussir. Des éditatons, c'est-à-dire c'est des moments, en fait, on se réunit tous et on améliore, on crée des pages Wikipédia sur un thème précis, par exemple le moustique. Ils ont fait également, il y a quelques années, un Wiki Cheese. Donc ça m'a vraiment bien plu. Ils ont fait une levée de fonds pour acheter 200 fromages.
et pour les prendre en photo pour améliorer tous les articles sur le fromage. Donc je ne sais pas ce qu'ils en ont fait après. Voilà, puis les manger. Voilà. Et donc j'attends moi le Wikibière pour adhérer à votre association. C'est pas possible. Justement, vous en parlerez. Et également, il co-organise ce qu'on appelle des opérations libres. Alors moi, j'ai participé à Gérardmer Opération Libre. Et donc le principe, c'est on se retrouve quelques jours dans une ville et on va libérer au maximum la ville. Donc on va faire plein d'articles Wikipédia, on va les améliorer sur la ville. On va prendre plein de photos qu'on va mettre dans Wikicommons. On va aller herboriser, puis on va rajouter des choses dans Tela Botanica. Et puis on va également aller voir à la mairie, puis on va mettre en open data pas mal de choses de la mairie. Et puis j'oublie encore un truc. Et la cartographie, évidemment, on améliore, grâce à OpenStreetMap, on améliore la cartographie. Et toutes ces données comme ça qu'on libère, en fait, c'est pas aussi facile qu'on pense. Il y a pas mal de freins. Et donc, il y a toutes ces licences libres qui permettent que toutes ces données restent dans le commun. Et c'est de ça dont vous allez nous parler. Mais pas tout de suite, car avant cela, voilà, il y a Fred qui vous a questionné, en fait, sur vos utilisations des licences libres. Bonjour. Avec Sébastien et Laurent, on s'est posé quelques questions. Et par curiosité, on avait envie d'interroger des participants de Moustique pour savoir quelles sont leurs connaissances et leurs pratiques quant aux licences ouvertes. Et on a fait ça par curiosité, puis pour donner un peu de matière aussi aux deux conférenciers, mais aussi parce que pour nous, c'était une manière de pouvoir entrer dans la conférence, que chacun s'interroge sur quelles sont ses pratiques et puis où j'en suis par rapport à ça. Alors, première question, utilisez-vous des licences ouvertes pour vos productions? On aurait pu penser que participants à Moustique connaissent bien les licences ouvertes et donc une majorité de oui, mais pas si écrasante que ça. Et du coup, quels sont vos freins à l'utilisation des licences libres? Et ce qui revient le plus, c'est la méconnaissance. Méconnaissance, ça regroupe la méconnaissance technique et la méconnaissance juridique aussi de ces licences ouvertes. Et puis vous voyez qu'il y a aussi d'autres choses qui sont citées, notamment des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais par exemple le droit à l'image, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le juridique, ça peut devenir vite assez complexe. On a voulu savoir aussi quels étaient, pour les utilisateurs de ces licences, les freins qu'ils rencontraient quand ils essayaient de persuader d'autres personnes de les utiliser dans un collectif. Et là, ce qui revient le plus, c'est le modèle économique, puisque quand on parle de collectif, tout de suite, on pense au domaine professionnel. Le modèle économique, mais aussi l'appropriation de son propre travail par les autres, une dépossession de son travail. Voilà. Le reste, je vous laisse regarder. Et enfin, la question sur le domaine public, qui m'a un peu étonné, parce que je pensais que, en fait, les gens connaîtraient plus les licences ouvertes que le domaine public utiliseraient plus des licences ouvertes, et c'est le contraire. Voilà. Je ne m'explique pas cette situation. Je vous laisse la parole. Celui-là. Ok. Bonjour, donc Nathalie Martin, directrice de Wikimedia France. Donc on vous a brièvement présenté notre organisation. Donc effectivement, le rôle le plus évident, c'est de soutenir les projets Wikimedia, dont Wikipédia est le plus connu. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il faut effectivement soutenir les contributeurs par des moyens financiers, humains, matériels pour développer des projets collectifs. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ces projets puissent évoluer dans un écosystème favorable. Puisque, je ne sais pas si vous connaissez le slogan du mouvement Wikimedia, c'est faire en sorte que le maximum de connaissances soit partagé au plus grand nombre. C'est quelque part même un modèle de société, on va dire. Et du coup, pour que ça puisse être possible, il faut un environnement favorable, un environnement économique, politique. Et c'est pour ça que nous menons depuis 2 ans une action de plaidoyer.
Et c'est sur cette action-là précisément que nous allons revenir. Et cette action de plaidoyer, elle porte sur 2 thèmes, le domaine public et le domaine commun informationnel. Alors on va justement vous expliquer la différence entre ces 2 termes. Bonsoir. Donc le domaine public, on a pu constater apparemment que beaucoup de personnes étaient sensibles au domaine public et utilisaient des œuvres ou des photos ou des textes qui étaient dans ce domaine-là. Qu'est-ce que c'est le domaine public? En fait, ça n'a pas d'existence positive dans le droit français, c'est-à-dire que c'est ce qui existe par défaut quand ce n'est pas régi par autre chose. C'est-à-dire qu'en droit français, le droit d'auteur s'applique pour toute création, que ce soit de texte, photographique, d'œuvre. Et donc ce droit d'auteur, il court jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, dans le meilleur des cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des exceptions qui font que ça peut durer jusqu'à 90 ans. Donc c'est-à-dire qu'après la mort de l'auteur, c'est les ayants droit, les héritiers ou alors les sociétés de gestion des droits d'auteur qui vont percevoir le fruit de ces œuvres-là. Et donc quand tout ça s'est éteint, c'est là où une œuvre va faire partie du domaine public. C'est-à-dire qu'elle est librement utilisable, réutilisable, même modifiable. En fait, on peut en faire ce qu'on veut et même un usage commercial. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien refaire un tirage d'une photographie ou d'une peinture et la vendre. Et c'est tout à fait possible. Et c'est même, à notre sens, souhaitable, puisque ça permet en fait, de dépoussiérer en quelque sorte notre domaine public. Parce que cette possibilité commerciale-là permet à des personnes d'y voir un modèle économique et de faire en fait, des affaires avec ça. Donc ça, c'est pour ce qui est du domaine public. Donc, l'autre versant, et c'est là dont on va en parler, puisqu'on parlait tout à l'heure des licences libres. Aujourd'hui, si je suis moi vivant et que je veux créer quelque chose, mais le mettre à la disposition de tous, comment je peux faire? Et donc, pour ça, ont été créées les licences libres, en fait, qui sont une sorte de patch ou de contrat, mais qui repose sur le droit d'auteur, qui repose sur le code de la propriété intellectuelle en France, et qui dit, mais voilà, par défaut, c'est le tout droit réservé, c'est-à-dire qu'il faut tout me demander pour faire quoi que ce soit de mon œuvre. Eh bien, je vais amender ça par un contrat. Alors, les plus connus aujourd'hui sont les licences Creative Commons, mais il y en a d'autres, notamment pour le... En fonction du support, ça va être des licences différentes, notamment pour le logiciel, on va souvent avoir des licences GNU ou GFDL. Enfin, il y a vraiment pléthore de licences qui existent, mais aujourd'hui, celles qui s'imposent plus ou moins sont les licences Creative Commons, parce qu'elles sont rédigées de manière assez simple, même didactique, alors que ça reste un texte juridique. Et en fait, on va expliquer dans ces contrats que, par exemple, ma photo ou mon texte, vous avez le droit de vous en servir, vous avez le droit de le modifier, mais en citant la paternité de l'œuvre, c'est-à-dire que c'est moi qui suis à l'origine de la base, et que vous-même, après, vous l'avez remodifié, vous en avez fait autre chose. Vous pouvez même potentiellement le revendre, si je l'autorise dans cette licence, vous en faites ce que vous voulez. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle un domaine commun, alors informationnel, mais un domaine commun volontaire, c'est-à-dire que je fais le choix de mettre en commun ma création plutôt que de la réserver selon le droit d'auteur. Et en fait, en France, on va se rendre compte, et on va en parler ensuite, qu'il y a certaines institutions ou même certains bouts de loi qui essaient de bafouer le domaine public, alors qu'il n'a qu'une existence, certes, on va dire modique et assez discrète, mais il a le mérite d'exister une fois que le droit d'auteur ne s'applique plus. Et il y a aussi des insécurités juridiques sur les licences libres, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de méconnaissances, mais aussi d'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, la France est un pays qui n'a pas encore reconnu ces contrats-là comme étant valables, c'est-à-dire qu'on n'a pas la certitude que les licences Creative Commons seront bien approuvées par une juridiction. Ce n'est pas le cas en Espagne, ce n'est pas le cas au Portugal ou dans d'autres pays européens. Donc il semblerait que s'il y avait un précédent en France, ça suivrait les jurisprudences européennes, mais on n'est pas sûr demain que si un auteur a mis une œuvre sous licence libre, ce soit reconnu par la juridiction française. Et donc on va parler maintenant de tout ça, notamment des différents soucis qu'on va rencontrer en France pour la promotion de la culture, notre connaissance, de la connaissance libre, ou de tout notre patrimoine culturel ou du savoir. Alors, je vais prendre un premier exemple par rapport au domaine public, qui est celui des musées. En France, la diffusion du savoir au niveau de la culture, c'est pas très favorable par rapport à l'Europe ou par rapport même au monde entier. Je ne sais pas si certains dans la salle ont entendu parler de ce qui s'est passé au Louvre il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi cette histoire? Un étudiant en histoire de l'art prenait en photo des œuvres qui sont dans le domaine public, donc normalement qui devraient appartenir au public, et il s'est fait virer par la police, en fait. Pourquoi? Les musées en France, du fait de l'exception culturelle, peuvent décider si oui ou non leurs œuvres peuvent être diffusées.
Alors, longtemps, en fait, les musées étaient intéressés par la valorisation de leur collection, mais ils n'avaient pas les moyens. Et du coup, dans les années 90, en 91, il y a eu la création d'une organisation qui s'appelle la Réunion des musées nationaux, qui détient le monopole de la diffusion des photos, des collections, sous forme de cartes postales, de magnettes et sous forme numérique. Donc très longtemps, cette situation, elle a convenu à tout le monde, puisque les musées étaient satisfaits de la diffusion, le grand public aussi, etc. Mais c'était sans compter l'explosion à un moment, justement, du numérique. Et on se rend compte que le grand public est friand, justement, d'utiliser les œuvres du domaine public, etc. Et donc là, les musées se rendent compte petit à petit que c'est très restrictif, ce contrat avec la RMN, la Réunion des musées nationaux. D'autant plus que cette organisation, économiquement, elle n'est pas viable. En fait, elle parvient seulement à rentrer dans ses frais pour un tiers de ce que lui coûtent les publications. Donc c'est quelque chose qui est sous perfusion de l'État. Et pourtant, on veut maintenir ce système à tout prix. Donc les musées n'ont pas le droit, s'ils sont en contrat avec cette organisation, de diffuser eux-mêmes les œuvres qui sont pourtant dans le domaine public, donc qui devraient, à notre sens, appartenir au public. Et les visiteurs ne peuvent pas prendre de photos pour les diffuser sur Internet. C'est problématique puisque partout dans le monde actuellement, on voit d'autres modèles économiques qui émergent et qui permettent le partage. Je ne sais pas si certains sont déjà allés au Rijksmuseum à Amsterdam, donc qui a choisi de faire complètement l'inverse, en libérant une énorme partie de ses collections dans le domaine public, sous très bonne définition en fait, au niveau des photos, et en proposant une version payante avec une définition encore meilleure. Le fait de faire ça, non seulement les ventes ont augmenté, mais ça a donné une notoriété au musée incroyable qui a apporté de nouveaux mécènes, de nouveaux visiteurs, etc. Donc on voit des expériences de cette sorte émerger. En France, on a aussi, nous, des sollicitations, mais c'est très difficile. Au-delà de cette question des musées, on va prendre l'exemple des bâtiments, parce que pour nous, c'est l'exemple vraiment le plus parlant concernant l'absurdité du non-partage. Et on va vous proposer un petit jeu. Donc on va vous montrer des photos de bâtiments. Et pour chaque bâtiment, on va vous poser la question de savoir est-ce que vous pensez que vous avez le droit de les diffuser sur Internet ou non. Je préviens, il y a quelques photos pièges. Ce premier monument, à votre avis, est-ce que vous avez le droit de vous prendre en photo devant et de la partager, par exemple, sur les réseaux sociaux? Il y a pas mal de bonnes réponses. La réponse est oui. Vous avez le droit de vous prendre en photo devant ce bâtiment et d'en faire, si vous voulez, une carte postale, de la vendre. Vous avez le droit de la poster sur votre réseau social préféré, même s'il a une finalité commerciale et que vous devez céder vos droits à cette plateforme. Vous avez le droit, pourquoi? Parce que ce bâtiment, enfin cette œuvre, la colonne de Juillet à Paris, fait partie du domaine public. C'est-à-dire que l'auteur, l'architecte ou le créateur, a priori, est mort depuis plus de 70 ans. Ensuite, donc ça c'est le Panthéon, à Paris toujours. À votre avis, est-ce que vous avez le droit toujours pareil, de diffuser cette photographie sur les réseaux sociaux à finalité commerciale, sur votre blog s'il y a de la publicité ou des choses comme ça? Qui pense Alors, oui? Qui pense que vous pouvez partager cette photo, par exemple? Ah, il y a moins de monde. Ah, effectivement, c'est significativement plus faible. Pourtant, vous pouvez aussi, parce que le Panthéon est dans le domaine public, donc la diffusion de son image est possible. Ah, alors là, c'est un autre débat. Bonne remarque, car il y a une expo temporaire qui est sur le Panthéon. C'est un autre débat. La question piège n'était pas là, mais ça pourrait. On pourrait aussi rentrer dans un débat de photographe juriste, à savoir si la photo principale porte sur le bâtiment ou si c'est secondaire les œuvres qui sont en dessous. Et là, la communauté wikipédienne va pouvoir en parler pendant des semaines pour s'écharper sur cette question. Le château de Versailles. Alors, qui pense oui? Il n'y a pas de feinte avec le jardin. Pour ceux qui ont... Je vous laisse château chercher de autre chose, Versailles. au cas où. Là, le jardin n'y est pour rien. Jardin et château. Est-ce que vous pouvez toujours diffuser cette photo de vous sur votre blog avec la pub ou faire un magnète?
Et non. Alors pourquoi? C'est assez récent et on va en parler après. En fait, une loi création patrimoine a été est sortie l'été dernier et qui aujourd'hui remet en cause le partage de photos, par exemple, du domaine de Chambord, alors qu'a priori, là aussi, l'architecte est mort depuis quelques années. Bon, ici, vous devriez connaître la cité de Carcassonne. Est-ce que, on vient de voir pour Chambord, c'était non. Alors, qui Est-ce pense que la oui? cité de Carcassonne, vous avez le droit de... Alors là c'est plus franc. Effectivement, vous pouvez, parce que la cité de Carcassonne fait partie du domaine public. Enfin, le domaine de Chambord aussi d'ailleurs, mais on va en parler après. Le viaduc de Millau. Un chef-d'œuvre. Enfin, après, chacun en pense ce qu'il veut. Bon, à titre personnel, j'aime bien, mais c'est pas l'objet de la question. Est-ce que vous avez le droit de faire un magnète, ce commerce très lucratif, avec une photo du viaduc de Millau? Qui pense que vous pouvez? Il n'y a pas beaucoup de doigts levés. Hein? Bon, effectivement, on va en parler après, mais vous ne pouvez pas. En fait, on ne peut pas depuis toujours. Et on ne peut toujours pas, malgré une loi qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui s'appelait une loi pour une république numérique. Et on va détailler ça ensuite, justement, dans nos différents plaidoyers depuis 2 ans sur cette question. La fontaine du monument aux Girondins. Pouvez-vous? Girondins. On ne sait jamais. Oui, vous pouvez, elle fait partie du domaine public. Bon, après, on ne va pas en faire 10 autres non plus. Il y en a encore une qui est intéressante éventuellement. Ce bâtiment, c'est la Villa Savoie, donc c'est une œuvre du Le Corbusier. Donc c'est à Poissy, en région parisienne. Est-ce que vous pouvez faire une carte postale de cette œuvre? Qui pense que c'est autorisé? Effectivement, il n'y a pas beaucoup de mains levées. Vous avez raison, vous ne pouvez pas. Et on verra après, c'est la même raison que le viaduc de Millau. Bon, l'Arc de Triomphe, c'est peut-être un peu trop simple maintenant. Vous commencez à avoir les grottes de Lascaux. Ouais, il arrive. Les grottes de Lascaux. Est-ce que l'auteur est mort depuis moins de 70 ans ou pas? C'est une grande question. Est-ce que vous avez le droit de faire une photo, que ce soit de l'original ou de la... Ah non, c'est pas Lascaux, la copie qui a été faite. Que ce soit de l'original ou de la copie. Si, c'est Lascaux? J'ai un doute. Hein. Ouais. Ou même de la copie qui a été faite, hein, parce qu'une reproduction de la grotte a été produite et que vous pouvez visiter pour éviter d'endommager l'original. Qui pense oui? 1, 2, 3, 4. Et non, vous ne pouvez pas. Mais là, pour une autre raison, et on en parlera après, ce qu'on appelle, alors c'est un anglicisme, un copy fraud, donc c'est une violation justement du domaine public. Et on va voir après pourquoi et par qui. On va s'arrêter là pour le petit quiz. C'était un petit peu pour mettre en exergue différentes difficultés qu'on va avoir en France pour partager et diffuser en fait notre patrimoine, qu'il soit culturel, mais ça s'applique aussi ensuite aux différentes productions que tout le monde peut faire, puisque quand certaines choses sont dans le domaine public, mais que finalement c'est mis en danger, ça pose plein de questions au niveau du respect, de la volonté des auteurs, ensuite aussi sur le domaine commun. Enfin, on va développer tout ça maintenant. Alors on va parler des lois pour régler cette question là du dernier copie fraude de la grotte. En fait, c'est clairement le département qui a privatisé ces images en disant qu'ils attaqueraient s'il y avait la production de produits dérivés à partir des images. Donc ça, c'est un problème puisque le domaine public n'est pas respecté, même par des organismes publics en fait. Alors, pour revenir aux lois, je vais vous présenter une des lois, la loi pour une république numérique, et Aymeric présentera la loi création. Donc la loi pour une république numérique, vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est une des premières lois qui favorisait la collaboration, puisqu'il était question de pouvoir amender la première proposition. Au niveau de Wikimedia France, nous avons participé à ce process en proposant un amendement sur la liberté de panorama. Qui sait ce que c'est la liberté de panorama dans la salle, pour voir un peu? 3, 4, 5, 6, une dizaine. Donc, c'est la possibilité de prendre en photo un bâtiment se trouvant dans l'espace public et qui est encore sous droit d'auteur, c'est-à-dire dont l'architecte n'est pas mort depuis plus de 70 ans.
Donc peut-être que certains d'entre vous, vous pensiez pouvoir vous prendre en photo, par exemple, devant la pyramide du Louvre et la poster sur les réseaux sociaux pour montrer à vos amis. Eh bien non, ça c'est illégal, puisqu'en fait la pyramide du Louvre est encore sous droit d'auteur et que les réseaux sociaux font une utilisation commerciale des images. Pour résumer, 90% d'Internet est considéré comme étant potentiellement commercial, puisque vous avez toujours la possibilité, alors les réseaux sociaux, bon, c'est évident puisqu'il y a une réutilisation des contenus possibles, mais par exemple votre blog personnel qui peut être financé par de la publicité, etc., c'est reconnu comme un espace commercial. Donc ça, bien sûr, la plupart des gens ne le savent pas, et on voit beaucoup de pyramides du Louvre sur les réseaux sociaux. Alors nous avons proposé cet amendement, donc, puisque nous estimons au niveau de Wikimedia France qu'un bâtiment payé sur fonds publics se trouvant dans l'espace public devrait appartenir au public, puisqu'il a quand même été payé au niveau des impôts, et puisqu'il participe aussi à la culture française et au rayonnement de la culture française à l'étranger. Nous avons proposé cet amendement qui a été classé le 8e, voté favorablement. Donc il s'est très très bien classé. Le ministère nous dit à ce moment-là, c'est impossible. Les sociétés de perception et de répartition des droits qui sont les plus grands opposants justement à cette libération du savoir et à toute exception aux droits d'auteur n'accepteront jamais. Donc on ne peut pas mettre l'amendement dans le projet de loi qui sera soumis au Parlement. Au niveau de Wikimedia France, on ne faisait pas ce qu'on appelle du lobbying, du plaidoyer avant ça. On a été convoqué au ministère, au secrétariat d'État du numérique par rapport au domaine commun informationnel. Personne ne nous a expliqué les enjeux, mais on nous a dit qu'il faut absolument se battre sur ce terme-là. La liberté de panorama, c'est mort, vous ne l'aurez pas. Donc, mettons nos forces sur cette affaire-là. On nous a envoyés à Matignon face aux acteurs de la culture, donc face aux sociétés de perception. Et là, on nous a annoncé, de toute façon, le domaine commun informationnel ne sera jamais dans la loi. Donc, c'est inutile. En fait, on nous a fait venir en réunion pour rien du tout. Donc, à partir de là, les acteurs du libre, qui agissent au niveau, justement, de ces différentes questions, étaient un peu éclatés. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on se réveille. En face, les acteurs sont très organisés, avec des sociétés de lobbying qui sont justement payées pour porter cette voie-là. On s'est dit, il faut réagir, s'organiser et nous aussi porter notre parole. Donc on s'est réunis avec des associations comme la Quadrature du Net, par exemple, vous connaissez sans doute, et d'autres associations du libre, pour essayer au niveau des auditions, puisque nous étions auditionnés dans le cadre de cette loi par différents parlementaires, de porter les mêmes préoccupations. Il faut dire que ça a marché, puisque en commission culture, donc qui n'est pas une commission a priori favorable à nos thématiques, la commission culture a voté contre l'avis de son rapporteur pour la liberté de panorama. Alors là, ça crée la surprise. Branle-bas de combat dans les ministères, que faire avec cette affaire-là? Commission des lois, il faut trouver une solution, parce que ce n'était pas du tout prévu. Bon. Donc, la commission des lois va proposer une autre version de la liberté de panorama, une version de la liberté de panorama non commerciale, pour essayer un peu de satisfaire tout le monde, en disant, voilà, on ne peut pas revenir sur ça étant donné le vote, mais on ne peut quand même pas donner une vraie liberté de panorama. Alors, par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous comprenez bien qu'une liberté de panorama non commerciale, c'est rien du tout, en fait. Ça ne peut pas être utilisé sur Internet. Au Sénat, donc, il y a eu quand même 127 députés qui ont soutenu 21 amendements. Donc pour nous, c'était une énorme victoire. On n'avait jamais autant parlé de la liberté de panorama dans les médias, au niveau des différents partis politiques, etc. Ça a donné une vraie visibilité à cette problématique, mais elle est toujours inopérante. Le Sénat n'a pas fait mieux. Et, comment dire, à un moment hésité en mettant non commercial, mais possible pour les associations. Donc ça, c'est une méconnaissance aussi, enfin, ça n'apportait rien du tout, mais finalement, ça a été aussi retiré. Donc, aujourd'hui, la situation n'a pas changé. C'est toujours pareil. Vous ne pouvez toujours pas poster une photo de la pyramide du Louvre sur les réseaux sociaux. C'est toujours illégal. Mais on parle de plus en plus de ce thème, et surtout au niveau de Bruxelles. En fait, la France, qui était un des derniers pays européens à être absolument contre cette thématique, là, elle est quand même affaiblie au niveau de sa position.
Donc ça nous laisse de l'espoir pour comment dire, parvenir au niveau de l'Europe à faire passer cette chose-là. Voilà. On répondra ensuite aux questions. Et donc moi, je vais vous parler d'autre chose. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on a réussi à avoir que partiellement, et comme on le disait, de manière inopérante. Et dans le même temps, quasiment, il s'est passé quelque chose de, pour moi, de beaucoup plus grave, où en fait, on a rétro-pédalé sur un certain sujet, donc sur les domaines nationaux. Donc les domaines nationaux, c'est les bâtiments qui sont très vieux, liés à l'histoire de France, comme le domaine de Chambord, comme le domaine de Versailles, comme Cluny, l'abbaye, comme potentiellement beaucoup de bâtiments qui sont gérés par le centre des musées nationaux. Et en fait, ces bâtiments-là, on a redonné un droit patrimonial, donc le pouvoir de décider aux EPIC qui gèrent ces bâtiments, de donner l'accord ou non pour l'usage de l'image de ces bâtiments. Ça veut dire que le domaine de Chambord, qui était dans le domaine public aujourd'hui, la directrice de la communication et de la marque de Chambord peut donc décider de vous... Enfin, il faut passer par elle maintenant pour pouvoir prendre une photo de mariage par un photographe professionnel, parce qu'elle peut refuser ou autoriser. Et puis en tout cas, si elle autorise, on peut considérer que ce sera payant, puisque leur job aussi, c'est de... à la fin de l'année, c'est d'avoir un bilan qui soit potable, et donc tout profit sera bon d'apprendre. Donc comment tout ça, ça s'est passé sur les domaines nationaux? En fait, c'est assez marrant aussi à raconter, et puis je verrai après la suite. Tout ça, c'est parti en fait d'une marque de bière, 1664 pour la nommer, qui en fait a fait une publicité donc avec sa bière posée sur une table, et le domaine en fond. Donc ils avaient le droit de faire ça puisque comme je le disais, le domaine est dans le domaine public, hein, le château de Chambord. Mais ça n'a pas plu à Chambord, qui a présenté une facture, je crois, de 200 000 euros, c'est ça, oui, 200 000 euros à Heineken pour dire Cronenbourg, effectivement, il y a des fins connaisseurs ici, c'est beau. Donc c'est Cronenbourg effectivement qui fait 1664. Et donc ils ont présenté une facture de 200 000 euros à Cronenbourg pour leur dire vous avez utilisé notre image, voici ce qu'il faut payer. Donc Cronenbourg répond à ça bien sûr, non, on vous doit rien, vous êtes dans le domaine public. En plus, bon, on estime ne pas avoir dénaturé non plus l'image de château parce que notre pub est assez soft, mais ça c'est un autre débat. Mais quoi qu'ils en fassent, domaine public, on fait ce qu'on veut. Donc mécontent de cette réponse, le domaine de Chambord va en justice, perd, doit même payer les frais de justice à Cronenbourg. Et donc, encore une fois, mécontent de cette décision de justice, se débrouille par la voie du lobbying, encore une fois, pour faire changer la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les domaines nationaux français, la loi est sortie en septembre 2016, les domaines nationaux français vont pouvoir donner leur accord ou non pour l'usage de l'image de leur domaine. Donc en fait, ce n'est pas encore en application parce qu'on attend le décret qui va nommer les domaines nationaux, parce qu'en fait, c'est une notion floue en droit français, ça n'existe pas encore. Il y a une vieille liste qui date de 2012 ou 2007, mais qui ne fait pas du tout office légal. Donc on attend le décret qui va vraiment citer les différents domaines pour savoir s'ils sont considérés comme un domaine national ou pas du tout. Sachant que ce sont systématiquement des bâtiments qui ont un lien très fort avec l'histoire de France. Donc c'est d'autant plus cruel pour nous, puisque c'est, comme on l'a dit, Versailles, domaine de Saint-Germain-en-Laye, Chambord, c'est pas n'importe quel bâtiment en fait, c'est vraiment représentatif de l'histoire française. Et de manière très concrète, alors ça c'est la communauté de Wikimedia qui devra se prononcer, savoir s'ils prennent un risque juridique ou pas à maintenir les photos. Mais ça veut dire de manière pragmatique que le jour où le décret sort, on pourra du coup voir retirer sûrement les photos du domaine de Chambord ou de Versailles de leurs articles Wikipédia, qui existent en 291 langues, et donc on peut un peu imaginer le tourisme culturel que ça peut provoquer, de par le classement de Wikipédia sur les différents moteurs de recherche. Donc demain, peut-être que quand on cherchera Château de Chambord, on n'aura aucune photo, en tout cas sur l'article Wikipédia, si ça n'a pas été autorisé, et ça ne le sera pas, par le domaine de Chambord, puisque si ça se trouve sur Wikimedia, ça veut dire que derrière, vous pouvez en refaire une réutilisation, une modification, revendre la photo, donc ça, bien sûr, pour eux, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment quelque chose de très rétrograde, c'est un droit que nous venons de perdre, alors que la liberté de panorama, c'est un droit que nous n'avons pas gagné, mais c'est quand même deux sujets assez liés. Et du coup, pour faire réagir un peu le public, le grand public, mais aussi les décideurs politiques, avec plusieurs associations encore. En fait, un collectif de personnes s'est un peu mobilisé, et tout ça, ça a été soutenu par des associations, dont Wikimedia France, dont Savoir commun, OpenStreetMap, l'April, VCAM, enfin plusieurs associations du monde des communs ou du libre, ont soutenu cette initiative. On a créé une exposition un peu interdite,
avec toutes ces œuvres dont on vient vous parler, parce qu'on n'avait pas le droit de les partager. Donc dans cette exposition, lors du vernissage avec une centaine de personnes, des journalistes, vous pouviez trouver donc, des photos de Vermeer, des œuvres Vermeer donc, qui étaient exposées au Louvre, qui ont fait l'objet, qui ont été la cause de l'expulsion de ce jeune étudiant dont on parlait tout à l'heure. Il y avait un buste de Nefertiti en 3D qui avait été imprimé parce que lui aussi pose problème. Il est détenu par un musée allemand qui refuse de céder l'image. Donc on a pu imprimer le buste de Nefertiti en 3D. Et bien sûr, toutes ces œuvres et les goodies dérivés que nous avions faits étaient à vendre pour faire des transactions commerciales et en espérant se faire attaquer. Ça, c'est super important parce que ce qu'on nous répond en fait souvent, c'est « oui, mais vous n'êtes jamais attaqué ». Comme si c'était suffisant. C'est ce que nous dit la Réunion des musées nationaux, c'est ce que nous disent les sociétés d'ayants droit. Voilà, vous n'êtes jamais attaqué, donc laissons la loi comme ça. Mais non, ça ne va pas. Parce que si pour X raison, un jour, une photo faisait le buzz et générait de l'argent, il n'y a aucune raison pourquoi conserver cette incertitude juridique. On voit que même lorsque des professeurs utilisent des images de l'ARMN et qu'ils n'ont pas, enfin l'ARMN le découvre pour X raison, une facture est tout de suite envoyée. Donc c'est vraiment, comment dire, pas un bon argument de dire on ne vous attaque pas. Et justement cet argument commercial, souvent on nous en parle en nous disant pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas le non commercial, ça permet de faire survivre le commerce des magnettes, etc. C'est ce qu'on nous a dit à l'Assemblée. Mais non, c'est pas possible parce que ça permet pas du tout le partage de la connaissance. Comme on l'a dit, effectivement, le mouvement Wikimedia dans son ensemble et Wikipédia, oui, il n'y a pas d'utilisation commerciale, mais notre but, c'est de permettre un maximum de réutilisation et de faire vivre la culture. Donc c'est vraiment voilà, un argument sur lequel on lutte. Cette affaire-là, la d'Expo, ça s'étend tout ce mois-ci. Si vous voulez retrouver toutes les actions, c'est #connaissance libre 2017. On a ramené, pour vous faire rire, les sous-bocs Chambord qui ont été créés et vendus au moment de l'expo. On a fait plein de petites choses comme ça. On a ramené 2 t-shirts. Tu peux les montrer, Amérique, comme ça. Il y en avait des noirs, certains en portent dans la salle. On les donne à les personnes qui les veulent peuvent venir les chercher après. On en a encore au bureau. N'hésitez pas à les prendre, à vous photographier devant tous ces bâtiments dont on vous a parlé, soit qui sont sujets à la liberté de panorama, soit les domaines nationaux. Partagez-les avec le hashtag pour faire connaître ce problème. N'hésitez pas, par des petites actions comme ça, à faire connaître. Une idée de photo, par exemple, dans le coin, les archives départementales de Pierre-Vive. Alors l'administration en elle-même est très volontaire et fait beaucoup de choses maintenant pour s'ouvrir vers le monde de Wikimedia et proposer des choses sur les articles de Wikipédia. Pour autant, ils sont prisonniers de leur propre bâtiment, puisqu'on ne peut toujours pas photographier ce bâtiment-là et le mettre sur Wikipédia à cause de l'absence de liberté de panorama. Donc typiquement, une bonne photo à prendre avec ce t-shirt serait d'aller devant Pierre-Vive. Après, vous faites ce que vous voulez. Et sinon, le sous-boc marche aussi avec toutes les bières, il ne marche pas qu'avec Cronenbourg. Mais du coup, voilà, ça c'est le goodie dont on est le plus fier. Donc avec le domaine de Chambord dessus et le hashtag connaissance libre 2017, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui s'est passé et encore une fois à le relayer ou à demander des goodies pour qu'on puisse vous en fournir et que vous puissiez participer à ce buzz-là sur Internet. La photo. Une plateforme pour les présidentielles a été ouverte avec différentes questions aux candidats. Pour l'instant, nous n'avons eu la réponse que de Benoît Hamon, mais il y a 2 autres candidats là, qui doivent prochainement fournir des réponses. Pareil, cette plateforme, elle est disponible, ça s'appelle Connaissance Libre 2017. N'hésitez pas à aller voir, vous pouvez liker ou pas en fait, les différentes réponses et vous rendre compte justement du positionnement des politiques. Voilà, on peut peut-être répondre à vos questions, si vous voulez. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup d'avoir tenu le temps. Oui, pour l'instant, on n'a qu'une question. J'espère que Nathalie va faire une bonne récolte. Et donc, la question, c'est si ce décret autour du domaine de Chambord et des domaines nationaux passés, est-ce qu'il serait rétroactif? Est-ce qu'il faudrait faire la tournée de tous les sites ou éventuellement toutes les publications ou éventuellement des photos de ce domaine existeraient pour faire le ménage? C'est pas question de rétroactivité, c'est dès lors en fait qu'il y aura la photo, il faudra demander l'autorisation.
Donc par exemple, même une office du tourisme, on a vu la Villa Savoie tout à l'heure de Poissy. Actuellement, l'office du tourisme de Poissy ne peut pas utiliser la photo. Donc les photos de Chambord, de Versailles, etc. ne pourront plus être utilisées sur les sites sans qu'il y ait eu de demande préalable. Je vais à la pêche aux questions. Merci. Donc je lis en direct. Hein, ça. Donc quelle interférence avez-vous avec l'Agence du patrimoine immatériel de l'État? Aucune en fait, ni interférence ni relation, j'ai envie de dire. On est régulièrement en opposition avec les réunions des musées nationaux, mais avec l'agence citée, on n'a jamais eu de contact et a priori, on n'a aucune idée de leur positionnement sur ces questions-là, mais il n'y a aucune raison qu'ils aillent à l'encontre de leur ministère de tutelle. Donc, Bon, je vois qu'il y a plein de monde qui écrit, c'est bien. Donc, j'attends que les copies soient finies, je les relève dans 2 secondes. Vous avez... Merci. Donc, outre Connaissance Libre 2017, quelle autre action commune avec les acteurs et assos du libre? Alors, au moins une fois par mois, quasiment, on se retrouve avec plusieurs associations, soit dans les locaux de Wikimedia France, soit ailleurs, pour justement échanger sur les divers projets qu'on peut avoir, voir quels projets on peut avoir en commun également, et sur les différentes actualités. Encore la semaine dernière, on échangeait tous ensemble, parce qu'on est auditionné en ce moment sur justement l'économie des licences libres par la commission, enfin par une commission nommée par le ministère de la Culture. Donc, à ce moment-là, on échange ensemble pour avoir un petit peu un discours commun, pour savoir qu'est-ce qu'on a pensé de l'audition, de quels sont les buts officiels, mais surtout les buts officieux de ces choses-là. Et en recoupant les informations, on se rend compte qu'on arrive à deviner en fait les intentions profondes du ministère de la Culture ou des différentes institutions, alors que si on était tout seul, on serait beaucoup moins armé pour comprendre ce qui se passe, ou encore une fois pour œuvrer et porter la même parole. Donc il y a Connaissance Libre 2017, il y a 2 ans on s'est beaucoup mobilisé ensemble sur le projet de loi pour une République numérique d'Axel Lemaire, qui est un peu les prémices de notre collaboration vraiment soutenue et puis régulière. Et donc là il y a encore plein de choses à inventer ensemble, donc si vous faites partie de l'association des communs, du libre, n'hésitez pas à nous solliciter, on a une mailing list sur laquelle on échange tous ensemble, et donc on peut sûrement partager des bonnes pratiques, des idées, ou voire même avoir des projets ensemble. Donc, vous êtes les bienvenus. Et pour revenir au domaine de Chambord, est-ce que Cronenbourg a participé financièrement à votre campagne et à vos initiatives? Et non, mais pour la peine, on les avait sollicités, et en fait, Pour relayer plus. Oui, mais ils n'ont pas relayé non plus la campagne. Non, ils ont ni relayé ni participé financièrement. Ils n'ont pas voulu se mettre dans cette tourmente, dans ce petit rôle des assos des communs. Et en fait, peut-être pour une raison aussi, en ce moment, ça repart au Conseil d'État, cette affaire, donc ils ne voulaient peut-être pas faire de buzz. Au Conseil constitutionnel, pardon, ou au Conseil d'État, l'un ou l'autre. Donc ils ne voulaient peut-être pas non plus s'insérer dans un buzz médiatique avant un jugement. Et alors, très technique, est-ce qu'on peut photographier les monuments éclairés la nuit? Je pense que c'est une question d'un connaisseur ou d'une connaisseuse. En fait, ça va dépendre. Il y a une photo que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure dans le fichier, qui est une photo de la Tour Eiffel éclairée de nuit, où en fait l'éclairage est considéré comme une œuvre artistique, parce que l'agencement, parce que la disposition, parce que le choix des couleurs, de tout ça. C'est une œuvre de l'artiste, enfin en tout cas de l'architecte de lumière, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc la société d'éclairage réclame des droits d'auteur sur cet éclairage-là. Ça veut donc dire que vous pouvez prendre en photo et la mettre sur les réseaux sociaux ou en faire une carte postale de la Tour Eiffel, mais de jour. Dès lors qu'elle est éclairée, comme je le disais, le droit d'auteur de l'éclairage s'applique. Donc ça peut être... En fait, du moment, là va se jouer la question de est-ce que c'est une œuvre artistique, est-ce qu'il y a un vrai... une vraie plus-value artistique, une création de l'esprit moral de par l'auteur, ou est-ce que non, c'est un éclairage tout simple qui n'a pas créé d'œuvre. Donc du moment où ça crée une œuvre, ce qui est le cas pour la Tour Eiffel, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de le prendre en photo. Enfin, on rentre dans le cadre de la loi Liberté de Panorama, enfin, plus ou moins. Donc je n'ai pas de cas là d'autres bâtiments, mais en tout cas pour la Tour Eiffel, c'est niette.
Est-ce que justement, enfin, pour faire écho à ça, est-ce que les défenseurs de ces droits n'ont pas conscience de l'impact négatif de leur attitude? Je dirais que même les ministres n'ont pas conscience de ça, parce qu'une ministre s'est prise en photo devant la Tour Eiffel de nuit et a créé le buzz sur les réseaux. Alors qu'elle était contre la liberté de panorama. Alors qu'elle était contre la liberté de panorama. Et c'est également le cas d'une autre ministre dans un musée qui s'est pris en photo devant au musée d'Orsay, et qui également a fait le buzz sur les réseaux de par cette terreur. Donc même nos décideurs politiques et faiseurs de lois ne sont pas au courant de ces contraintes, ou en tout cas les méconnaissent à dessein. Les sociétés de perception n'ont pas tellement d'effets néfastes, hein, parce qu'il faut quand même que vous ayez conscience que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Nous, on n'a pas du tout de moyens, et ces sociétés-là ont des moyens énormes, sont très organisées, ont des cabinets de lobbying, etc. Donc là, jusqu'à maintenant, ça tenait comme ça. Donc c'était une hégémonie incontestée. Et depuis ce qui s'est passé au niveau de la liberté de panorama, elle nous qualifie du plus grand lobby de tout Paris. Donc c'est un peu à mourir de rire, parce qu'on n'est quand même que 2 ou 3 à essayer de s'investir sur ce champ-là. Bon alors, j'espère que vous n'êtes pas soumis au droit de réserve, parce que la question c'est quel projet politique peut favoriser cette culture des communs, et donc quel candidat pour mai 2017 à ce sujet? Mais on attend les réponses. On n'a eu que la réponse de Benoît Hamon. Donc on a grande hâte de découvrir justement la réponse des différents candidats. On ne peut pas se prononcer. Vous voulez nous la donner ou pas, cette réponse? De Benoît Hamon? Oui. Il y a 10 questions. Alors, ça ressemble beaucoup à la position d'Axel Lemaire, en fait, en disant que là, on peut s'arrêter là, et on a quand même trouvé un bon compromis entre le droit d'auteur et la libération du savoir. Donc, nous, c'est sûr qu'on souhaite aller plus loin. Maintenant, on ne peut pas trop se prononcer sur les réponses des autres. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé le candidat idéal pour les communs et le partage de la connaissance. Mais on cherche encore. Il va peut-être arriver là, dans les jours qui suivent, puisqu'on est, comme le disait Nathalie, en attente de réponse au moins de 2 candidats, et on espère les autres aussi. Et du coup, on va revenir à une échelle un peu plus locale, s'il y a des élus locaux dans la salle. Comment se prévenir au niveau des collectivités, donc des communautés de communes, enfin, comment passer ces bâtiments patrimoniaux dans le libre? En négociant avec les architectes. Alors, il faudrait voir ce que permet les marchés publics, les commandes publiques qui sont faites. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait que dans les contrats qui soient faits, soit mentionné que l'architecte ne puisse pas demander un droit à l'image sur ce bâtiment qui a été payé sur fonds publics. Maintenant, c'est absolument pas la norme aujourd'hui. Donc, est-ce qu'une commune qui ferait ça trouverait des répondants à son appel d'offres? C'est une question. Il faudrait essayer. La ville de Bordeaux s'est fait piéger. Par exemple, la ville de Bordeaux, en effet, j'allais y venir, s'est fait piéger, en tout cas, participer à ce système-là. Ils ont donc construit un bâtiment qui leur a coûté assez cher. Et quelques années après, ils ont souhaité faire des cartes postales de ce bâtiment parce qu'ils le trouvaient quand même, somme toute, assez joli. Ils ont dû repayer 400 000 € au cabinet d'architectes pour pouvoir faire des cartes postales de leur propre bâtiment. Donc c'est pour ce style d'aberration, nous, qu'on milite beaucoup. Maintenant, celle-ci est très grossière, mais il y en a d'autres. Donc le plus simple, ce serait effectivement que la loi, qu'en tout cas que la liberté de panorama passe, ce qui fait que par défaut, et nous c'est pour ça qu'on milite, parce que ce serait que ce soit par défaut et plus devoir être négocié par les différentes communes ou administrations en place, et puis ça va du coup dépendre de leur connaissance du sujet, de leur appétence aussi pour le sujet, et la plupart n'en ont pas. Donc maintenant, si on arrive à faire légiférer à un niveau plus haut, ça veut dire que derrière les appels d'offres vont nécessairement contenir ces dispositions-là, puisque ça compte, si ce n'est pas le cas, ça contreviendra à la loi. Donc au moins, ce serait encore plus simple de raisonner à l'échelle nationale plutôt que de laisser la main. Aujourd'hui, si les initiatives veulent être prises par des communes ou par des administrations, c'est tout à leur honneur, mais ça va être des cas isolés parmi les différents chantiers nationaux, quoi. Et pour d'autres personnes qui pourraient éventuellement aussi avoir un certain pouvoir, une capacité d'action, c'est comment aider les conservateurs de musées à verser des images libres, dans le domaine public. Alors au niveau de Wikimedia France, on a donc c'est Mathieu Denel, vous pouvez noter son nom, qui est en charge de cette activité. Il y a des formations qui sont organisées pour les conservateurs, et différents outils justement pour verser du contenu de masse. Donc ça, si certains musées sont intéressés,
ils peuvent prendre contact avec nous. Ensuite, tout dépend de est-ce qu'il va y avoir des bénévoles disponibles et intéressés pour se saisir de ça. Parce qu'on a de plus en plus de demandes de musées, justement, qui veulent aller vers ce partage. On a un exemple, on n'en a pas parlé, du PBA de Lille, qui est sous contrat avec la RMN, donc il ne peut pas diffuser les œuvres comme on l'a expliqué, et qui a eu un projet assez intéressant en se disant, bon, on va commencer par un premier pas. On va essayer de pousser au partage des différentes photos sur le bâtiment. Le bâtiment, les différentes techniques, les différents acteurs, etc. Et collecter ça au niveau des archives de la ville, au niveau des particuliers. N'hésitez pas à partager votre pratique autour du musée. Donc c'est un premier pas, mais c'est encourageant. Et on va rechanger d'échelle pour partir au niveau européen, en fait. Est-ce qu'il y a des coordinations, en fait, avec les autres pays, enfin, pour travailler sur une législation européenne? Est-ce que ça permettrait peut-être de donner une réponse à ces questions de manière plus générale? Alors, en plus de ça, cette année, c'est une grosse année en termes de réforme du droit d'auteur au niveau européen, et on compte beaucoup dessus pour essayer de faire harmoniser à ce niveau-là, et que donc l'État français n'ait plus le choix d'appliquer, enfin de transcrire une directive européenne dans le droit français, ce qui serait pour nous le mieux. Et il y a effectivement des coordinations qui ont lieu, notamment dans le mouvement Wikimedia, puisque les différents chapitres, donc entités nationales d'Europe, se sont regroupés et en fait financent l'emploi de quelqu'un qui fait du plaidoyer au niveau du Parlement européen pour justement pousser sur ce sujet, donc qui rencontre les différents parlementaires, qui rencontre les différentes personnes. Donc ça, c'est quelqu'un qu'on cofinance en fait avec d'autres entités du mouvement Wikimedia en Europe pour justement porter effectivement ces questions et espérer que ça réussisse, en tout cas avec un nivellement par le haut, enfin, à notre opinion. Et est-ce qu'au niveau de Wikimedia, l'image, enfin la gestion de l'image est mondialisée? Est-ce que vous pratiquez pareil Wikimedia France, Wikimedia Commons, etc. En fait, sur Wikimedia Commons, si je ne me trompe pas d'ailleurs, c'est le seul projet qui est vraiment international. Il n'y a pas un Commons pour les francophones, un Commons pour les anglophones, pour d'autres langages. Ça, c'est vrai pour Wikipédia, par exemple, qui existe en plus de 291 langues. Commons, c'est une plateforme mondiale sur laquelle tous les médias sont versés, photographie, dessin, cartes, son, vidéo. Donc je ne sais pas si c'était ça la question, parce que je n'ai pas bien compris. J'en ai eu plusieurs, hein, mais enfin, en tout cas, la banque d'images qui est Wikimedia Commons, c'est effectivement mondial, et donc toutes les personnes qui veulent verser leurs médias, leurs photos dessus, ça finalement c'est accessible par tout le monde dans le monde entier, et sous licence Creative Commons. Ouais, est-ce que la gestion de la licence est la même au niveau mondial pour tous les Wikimédias? Oui, notamment sur Wikimedia Commons. C'est pas le cas pour Wikipédia, par exemple. Là, c'est chaque communauté, bien que ce soit assez harmonieux. Par exemple, sur la Wikipédia en français, pour ceux qui connaissent, c'est la Creative Commons, paternité et partage à l'identique, et la 4.0, donc c'est la dernière. Mais ça, chaque communauté de langue, en fait, décide. Il y a certaines décisions ou consultations qui sont prises par la fondation américaine pour ensuite propager ça sur tous les sites. Mais pour Commons, comme c'est une plateforme unique pour le monde entier, pour tous les projets Wikimedia, mais du coup aussi pour tout le monde, parce que vous-même, comme je le disais en préambule, vous pouvez vous en servir pour votre blog, vous pouvez vous en servir pour, enfin un enseignant peut s'en servir pour illustrer son cours. Tout ça, c'est sur la même plateforme qui est Wikimedia Commons. Ok, alors, enfin, je vais terminer par une petite question, enfin deux petites questions. Première, quasi personnelle, c'est est-ce que vous restez encore un peu avec nous, parce qu'on a plein de questions qui nous restent. Donc, est-ce que les gens peuvent vous interpeller un peu après cette conférence sur les lieux? Quelle heure il est? Oui, on peut rester, on reste encore un peu, je pense qu'on partira un petit peu avant 20h. Donc. Ok, voilà, donc ça laisse le temps à ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions de vous retrouver. Et puis je vais terminer par petite info promo peut-être. Est-ce que l'expo dont vous avez parlé sera encore visible ailleurs prochainement? Alors ça fait plusieurs fois qu'on a la question. On doit se réunir avec le collectif qui l'a organisé pour savoir justement qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette expo, est-ce qu'on l'envoie physiquement dans divers endroits. On a déjà eu des sollicitations, notamment pour une ville connue pour sa collaborativité, que je ne citerai pas au cas où, je ne sais pas où en est le projet de leur côté, mais qui était intéressée par recevoir l'expo, ou est-ce qu'on met juste à disposition les fichiers de manière déjà formatée pour être facile à imprimer, avec le matériel qu'on a utilisé pour que quelqu'un puisse la répliquer, avec pourquoi pas aussi quelques alertes juridiques pour être conscient de ce qui peut se passer. Mais c'est tout à fait dans l'air du temps, c'est une réflexion qu'on doit mener là très bientôt avec le collectif, donc on devrait se réunir dans les semaines qui viennent et voir comment on peut partager cette exposition pour qu'elle continue de vivre si des personnes sont intéressées.
Après, je pense personnellement que si c'est quelque chose qui a lieu trop souvent, ça n'aura plus cet effet un peu subversif sur la nouveauté, l'interdiction. Maintenant, de la voir répliquée ailleurs, c'est une idée assez plaisante et on va y réfléchir tous ensemble. On a peut-être dans l'idée de faire un kit, parce que ça ne demande pas non plus des moyens extraordinaires à réaliser. Donc un kit qui puisse être réutilisé par différentes personnes, parce que plus on sera nombreux à se mobiliser, c'est sûr que plus ça aura un impact. On va redonner la parole peut-être, parce que je crois qu'il y a un avant-après par rapport à Wikipédia. N'hésitez, on les laisse là, peut-être les sous-bocs et les t-shirts. N'hésitez pas à les prendre, ça vous fera un souvenir de cette histoire-là. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Donc, pour le après, on le fera après, et pour voir justement ce que ça a changé pour vous, votre contribution. On va y arriver. Donc, maintenant, donc, on se retrouve à 20h pour le buffet. Donc, d'ici là, on aura le temps de les harceler. N'oubliez pas que près de l'entrée, il y a la fresque que Barbara Gauvin et Fanny Monod nous font et sur laquelle vous pouvez contribuer. Donc n'hésitez pas. C'est pas parce que vous ne pensez pas savoir dessiner qu'il ne faut pas le faire. Alors oui, ça a été tout. D'ailleurs, ça a été assez intéressant une discussion parce qu'en fait, justement, le fait que ce soit non commercial, ça ne les gênait pas, mais ils ne comprenaient pas pourquoi on le faisait de non commercial, même par rapport à nous, à notre intérêt à nous, en fait. Voilà. Donc, mais finalement, il n'y a pas eu de problème. Ça a été mis en CC-BY-SA. Voilà. Et puis, si vous voulez avoir une anecdote croustillante que me racontait Florence Devoir, qui était la présidente de la fondation Wikimedia, parce qu'il y a 4 ans, elle était ici. Et donc, elle m'avait raconté la raison secrète pour laquelle l'Agence spatiale européenne ne veut pas mettre en libre les photos de Ariane. Donc, je vous raconterai ça, mais c'est un peu croustillant, donc vous me demanderez. Voilà. Donc... Alors l'idée c'est que la NASA met toutes ces images en commun et pas les. Donc ce qui n'est pas gênant pour les planètes, tout ça, mais pour Ariane, la NASA n'a pas de photo d'Ariane. Et donc finalement, quelqu'un a avoué à Florence Devoir que si on prenait, vous imaginez, on prend une photo d'Ariane et puis on met 2 petites boules de chaque côté. Ça serait tellement horrible. Voilà. Donc. Un petit erratum, ça vient de changer il y a quelques semaines, peut-être moins d'un mois il me semble. Les apps, lui maintenant c'est photo, alors sous une licence Creative Commons un peu différente, mais sous licence libre, et c'est tout récent. Donc on peut quand même les féliciter, ils ont peut-être mis quelques années, mais ça vient de changer, et Laurent est déjà en train de vous faire ce qu'il regrettait, ce qu'il redoutait, pardon. Et je sais plus ce que j'allais dire là-dessus. Oui, donc c'est un sujet qu'on n'a pas tellement abordé, parce que ce n'était pas l'objet du jour, mais sur les licences Creative Commons, sur les différentes options qui existent avec ces licences, n'hésitez pas aussi à nous questionner. On a aussi diverses ressources qui existent, écrites en français, pour se documenter sur les licences Creative Commons. On n'est pas les seuls non plus à en produire. L'association Creative Commons France en produit aussi, donc il y a un petit peu tout sur Internet, mais si vous voulez en parler de visu, n'hésitez pas. Merci. Encore merci à vous. Donc on se retrouve à 8h pour le buffet. Merci.